C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons ce soir pour vous informer après notre moment de vacances. J'espère que vous allez tous bien. Sans plus tarder, on va prendre les principaux titres d'actualité de ce mardi. Makabandilou, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, un pylône de Caressé vient de s'écrouler suite à des actes de vandalisme perpétrés par des personnes non identifiées, ce qui occasionne des perturbations de la desserte électrique, notamment au centre-ville de la capitale. Et puis les espaces de loisirs de plus en plus fréquentés par les élèves. Les écoliers profitent encore de leur dernier moment de vacances. Enfin, crise à la FECO Foot et à la FECO Hand, vous suivrez les reportages de nos journalistes dans quelques instants. Merci d'être avec nous sur DRTV pour vous informer à la une ce soir des actes d'incivisme à Makabandilou. Dans le 9e arrondissement de Brazzaville, des personnes non identifiées ont sectionné des cornières de pylônes de la Société Énergie électrique du Congo jusqu'à faire écrouler la ligne qui transporte l'électricité au centre-ville. La situation a entraîné des perturbations dans la desserte électrique. Le pylône transitait au moins 20 MW. Reportage de Armel Christian Zingamyoko. Voici l'une des causes des perturbations observées en desserte électrique ces derniers jours à Brazzaville, notamment au centre-ville de la capitale. Par ce biais, transité quelques 20 MW en provenance du centre de dispatching. Ceci est une conséquence directe des actes de vandalisme perpétrés sur les installations électriques et longtemps décriés par les responsables de la Société Énergie électrique du Congo. Suite aux actes inciviques que nous avons décriés à plusieurs reprises, le pylône s'est écroulé après que des inciviques soient passés en train de prélever les cornières. Et ça n'a pas supporté l'effort de la ligne et puis il s'est vrillé. Résultante du dépiècement des pylônes par des tierces qui emportent les cornières, cet acte incivique a un impact direct sur la fourniture électrique. C'est une ligne qui transitait 20 MW. 20 MW, c'est pratiquement, disons, au moins une quarantaine de transfo de 630. Plus de 500 clients qui vont être impactés par cet incident. Mais c'est surtout les clients du centre-ville. Donc maintenant, au moment où je vous parle, on vient d'amputer le centre-ville de 20 MW. Donc le centre-ville va être soumis à un délaissage rotatif pour essayer de compenser le temps que nous engageons les travaux pour pouvoir réhabiliter la ligne. En dépit des difficultés liées au relief et bien d'autres facteurs, ECAREC entend rapidement y remédier pour le bien de sa clientèle. C'est des choses que nous avons déjà anticipées. Vu la nature du terrain, vu les horizons qui sont en aval de là où nous sommes là, nous avions commandé du câble pour créer une nouvelle ligne qui va remplacer cette ligne-là. Donc cette ligne passera par le viaduc. On a déjà enregistré l'arrivée d'un autre câble, donc d'ici peu les travaux aussi vont commencer en attendant que l'autre partie du câble arrive. Je voulais aussi profiter de dire un grand merci à notre directeur général qui avait vraiment prêté une oreille attentive quand nous avons posé le problème de changement de cette ligne-là. La vie a été favorable et aujourd'hui, le câble est là. C'est un grand investissement parce qu'il s'agit de 30 km de câble en 30 000 volts. Toutefois, Roland Darius Okieri, directeur d'exploitation Brazzaville Pool de Caressé, lance à nouveau un appel aux services compétents pour la protection, la sécurisation et la sauvegarde du patrimoine électrique national. Et bientôt la rentrée scolaire, bon nombre des élèves profitent déjà de leur dernier moment des vacances. Dans les espaces de loisirs à Brazzaville, on les voit de plus en plus nombreux accompagnés de leurs parents. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé par nos journalistes. C'est sous ce coucher du soleil que les enfants profitent des derniers moments des vacances scolaires. C'est la course contre la montre alors que les élèves vont reprendre avec le chemin de l'école. Certains ont choisi la promenade, le skateboard, le vélo ou même de chevaucher le long du pont de la Corniche qui pour eux c'est un véritable coup de cœur. Parce que la Corniche c'est un bel endroit. Les vacances c'était trop cool.
Et j'ai hâte que la rentrée commence. J'ai choisi de venir ici là et préférer faire du cheval. Pour faire les jeux parce que nous sommes en vacances. À la maison, parce que d'abord, j'ai pas les rollers et j'ai pas le vélo. Pour cela, quand nous sommes venus ici, j'aimerais bien leur dire comme ça, bonne rentrée. Difficile de décrire les sensations de ces enfants. D'autres, par contre, préfèrent passer les moments de détente hors la maison, bien avant la reprise des classes, en compagnie de leurs parents. Mon père m'avait amené ici comme j'étais petit. Ce jeu, on n'en a pas ça dans la maison, c'est pour ça que je suis venu jouer ça ici. Je suis venu pour profiter des vacances avant la rentrée, bien sûr. J'ai fait la Formule 1 ou bien le karting. J'ai aussi fait la réalité virtuelle. Comme bientôt c'est la fin des vacances, au moins profiter de quelques détails au moins avant de partir à l'école. On profite un peu de nos vacances, il nous reste que quelques semaines parce que la rentrée commence bientôt. Au lieu de rester à la maison pour s'ennuyer, on vient jouer au virtuel, manger des pop-corn, rigoler, faire des photos. Ces milieux offrent une expérience unique d'évasion pour ces vacanciers. C'est dans une ambiance bon enfant que les amoureux de toboggans, des jeux gonflables et bien d'autres jeux passent ces bons moments. Notons que, après 2 mois et quelques semaines de vacances écoulées, ces élèves fréquentent en masse les espaces de loisirs, justement 6 jours avant la reprise des cours. Je tiens à vous signaler que c'était un reportage de Verlaine Joe, David Lolingua et Dolège Dabira. L'Institut des jeunes sourds de Brazzaville, le seul établissement d'ailleurs susceptible de recevoir les élèves malentendants, souffre du manque de personnel qualifié en langue des signes. La plupart des enseignants apprennent ce travail sur le terrain sans aucune expérience professionnelle. Une vraie difficulté, en tout cas pour les élèves qui parfois s'embrouillent dans les explications lors des cours. Presque chaque année, les chiffres des personnes malentendantes et sourdes évolue et l'accès à un enseignement en langue de signes devient de plus en plus compliqué en République du Congo. À l'orée de la rentrée scolaire, nous avons donc pensé à faire un clin d'œil dans cet établissement pour vous montrer la réalité de ces enfants. Vous voyez tout cela dans ce reportage de Charville Mabiala et Chanel Kifoni. Pour que les enfants sourds pour bien comprendre l'éducation, il faut accompagner par la langue des signes. Quand il n'y a pas la langue des signes, quand vous parlez, les sourds ne comprennent pas. Nous avons constaté la plupart, les parents se plaignent beaucoup. Leurs enfants, après les études, sanctionnés par un PT, mais quand ils arrivent à la maison, ils ont des difficultés, même pour écrire bien le français. Jean-Rigobert Mpoutou est enseignant en coupe et couture à l'Institut des jeunes sourds de Brazzaville. Ancien élève de cette école, c'est au fil du temps qu'il perd l'usage auditif. Il apprend donc sur le tas la langue des signes. Tout comme lui, d'autres enseignants ici sont dans la même situation, le manque de qualification. Il existe toujours une différence entre nous, les devenus sourds, et les enfants qui sont nés sourds. Nous avons beaucoup de facilité à comprendre, même avec l'oralisme. Quand on fait la lecture labiale, nous on comprend mieux par rapport aux autres enfants qui sont nés sourds. Ce que nous sollicitons au niveau des autorités étatiques, c'est la réouverture de l'année pour qu'on puisse former les professeurs pour l'avenir des enfants sourds. Ce message tient lieu de SOS. Cette problématique est une épine au pied de la coordination de l'Institut des jeunes sourds de Brazzaville. C'est notre grand combat. Et l'Institut des jeunes sourds se débrouille avec ses enseignants que nous-mêmes nous formons en interne pour pouvoir éduquer l'enfant congolais. Le vrai problème aujourd'hui, c'est accepter de créer une école où nous pouvons former les enseignants spécialisés. Issus pour la plupart de l'École nationale des instituteurs, ces vacataires pourraient approfondir leurs connaissances en langue de signes si et seulement s'il y avait une école spécialisée en la matière au Congo. Le personnel que nous avons ici, pour la plupart, ils veulent vraiment se faire former. C'est pourquoi nous demandons toujours à l'État de pouvoir nous donner les moyens
d'envoyer ses vacataires ou volontaires et les jeunes fonctionnaires dans des écoles spécialisées. Cet alma mater reçoit quelques centaines d'élèves malentendants du cycle primaire, mais aussi un cycle secondaire premier degré où l'on apprend des métiers comme la coupe et couture et la menuiserie sanctionnée par un BT. Après, plus rien. Pourtant sous tutelle d'un quadruple ministère, à savoir celui de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, de l'enseignement technique, de l'enseignement supérieur, enfin celui des affaires sociales, cet institut est abandonné à son triste sort et c'est là où le bas blesse. Je m'étais vraiment perfectionnée à l'église. Quand le prêtre parle, moi je regarde les signes que je ne comprends pas. J'écrivais, j'avais toujours un cahier pour écrire et à la fin je demandais les sourds qui sont là, mais ce mot-là veut dire quoi? Et on m'expliquait, comme j'aime les sourds et j'aime la langue aussi, raison pour laquelle que j'avais évolué. Là je parle en tant qu'UNACO, c'est le débat que nous avons avec le gouvernement. J'ai parlé avec Madame la ministre aussi et tous nous sommes conscients qu'il faut y penser, il faut penser à la formation des formateurs. Et ça, c'est sur la table du gouvernement, sur la table des organisations que nous sommes. Et nous allons tout faire pour que, effectivement, les filières qui existaient hier, qui formaient ces formateurs-là, reviennent. La journée internationale de la langue des signes, célébrée le 23 septembre de chaque année, devait être interpellatrice des autorités compétentes afin de jeter un œil particulier sur cette école qui totalise 53 ans d'existence, créée sur initiative du frère Marie-André Nganga, pour apporter tant soit peu de l'aide à cette couche sociale sujette à la stigmatisation. On parle encore éducation dans ce journal. L'Institut de hautes études de management et BL Technologies ont signé ce mardi un accord de partenariat portant sur la formation pratique et l'encadrement dans les technologies d'information et communication et énergie renouvelable des étudiants évoluant à l'IHM. Ce partenariat facilitera également l'intégration professionnelle de ces apprenants. C'est ce que nous rapporte ce soir Auguste Bolazébi dans son reportage. Ce geste vient de sceller un lien de partenariat qui lie désormais IHM, un institut de formation supérieure, et BLM Technologies, une société des services numériques et des énergies renouvelables. Le partenariat est scellé, voilà, comme nous l'avons dit entre les... L'acte marquant la signature de ce partenariat portant sur la formation pratique et encadrement des étudiants de IHM dans les technologies d'information et de communication et en énergie renouvelable a été posé par les responsables de ces deux structures. Et c'est pour la première fois que notre institut s'engage dans une démarche très dynamique et j'allais dire prospective. Il s'agit d'inscrire notre établissement dans un contexte de modernité. Et aujourd'hui que nous avons l'expertise nécessaire sur le domaine qui est le nôtre, nous avons pensé effectivement de revenir à l'école afin de partager cette expertise-là avec des jeunes que nous recevons aujourd'hui dans nos entreprises et qui viennent souvent sans réelle expertise. À travers ce partenariat, IHM va renforcer ses offres de formation en facilitant l'intégration professionnelle des apprenants. Ce partenariat a été fait en premier lieu pour rendre les étudiants beaucoup plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Comme vous le savez, il est aujourd'hui difficile de trouver des jeunes qui sortent du système académique et qui sont compétitifs sur le marché de l'emploi, notamment parce que ces derniers ont des difficultés à combiner les connaissances acquises au cours de la théorie acquise au cours de leur formation académique et la pratique dont ils vont faire face sur le marché de l'emploi. Et donc ce partenariat permet à ces étudiants de combiner la partie théorique et la partie pratique, notamment sur l'ensemble des domaines que BL possède. Ce partenariat est né du besoin de répondre à l'exigence de l'adéquation entre la formation et l'emploi. BL Technologies va accompagner IHM dans les formations. Apporter notre expertise à ces étudiants-là qui en ont besoin pour qu'une fois diplômés, qu'ils puissent venir en entreprise avec ce dont nous avons besoin en entreprise. Preuve de l'excellence de la formation dispensée à IHM, la signature de ce partenariat s'est faite avec une société qui est un fruit de cet institut de formation. Sentiment de satisfaction quand je vois à quel âge
M. Bailly est passé ici, tout jeune. Aujourd'hui, il nous revient en tant que promoteur de belles technologies pour passer à un accord de partenariat avec l'école qu'il a formée. Je ne peux avoir que des sentiments de grande satisfaction. IHM, qui offre des formations en sciences de gestion et de technologie, traîne derrière lui 20 ans d'expérience, tandis que BLM Technologies en totalise 13. Elle apporte des solutions en cybersécurité, en énergie renouvelable, des solutions pour data center, mais aussi d'audit et de conseil informatique. En économie, la sous-région CEMAC se caractériserait en 2024 par une relance de la croissance économique de 2,9% contre 2,2% en 2023. C'est ce qui ressort de la troisième session ordinaire du comité de politique monétaire de la BEAC qui s'est tenue lundi à Yaoundé. Cette session a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt des appels d'offres à 5%. Les autres détails avec Auguste Bolazibi et Evra Mungondo. Dans sa mission de garantir la stabilité extérieure de la monnaie, la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, à travers son comité de politique monétaire, a décidé de maintenir à leur niveau initial le taux d'intérêt des appels d'offres, celui de la facilité de prêt marginal, ainsi que le taux de la facilité de dépôt. À la lumière des évolutions, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt des appels d'offres à 5%, le taux de la facilité de prêt marginal à 6,75%, le taux de la facilité de dépôt à 0% et les coefficients des réserves obligatoires à 7% sur les exigibilités à vue et 4,5% sur les exigibilités à terme. Ce sont là les principales décisions de ce comité de politique monétaire prises à l'issue de sa troisième session ordinaire tenue lundi à Yaoundé au Cameroun sous les auspices du gouverneur de la BEAC, Yvon Sana-Bongui. Face à la presse des États membres réunis par visioconférence, le gouverneur de la BEAC a justifié cette démarche entreprise par son institution bancaire sous-régionale. Nous avons décidé de maintenir inchangés nos taux, principalement pour la raison du taux d'inflation qui reste toujours au-dessus du seuil communautaire qui est aujourd'hui à 4,2%. Et aussi de tenir compte des indicateurs de stabilité externe et interne de la monnaie qui se situe aujourd'hui à 69,2%. Ces deux facteurs sont importants et ça oriente notre décision de politique monétaire. La sous-région se caractériserait actuellement par un recul de l'inflation et une relance de la croissance économique pour l'année 2024 qui se situerait à 2,9% contre 2,2% en 2023. Des perspectives macroéconomiques et financières plutôt encourageantes. Au niveau de la CEMAC, le cadre macroéconomique se caractérisait, selon nos référents prévisions, par une croissance du PIB réel de la CEMAC à 2,9% en 2024 contre 2,2% en 2023. Une inflation persistante, bien qu'en baisse, autour de 4,2% en 2024 contre 5,6% en 2023. Nous relevons un repli du déficit budgétaire
passant de 0,9% du PIB en 2023 à moins 0,3% en 2024. Toutefois, le gouverneur de la BEAC a reconnu que la baisse de l'inflation ne se traduit cependant pas dans le quotidien des populations. La prochaine session du comité de politique monétaire de la BEAC est prévue en décembre prochain. Il est 20h passé de 50 minutes ici à Brazzaville. Si vous nous suivez en direct ce mardi sur DIR-TV, il nous reste à parler politique, sport, religion et culture dans ce journal. Et on va justement commencer par poursuivre par la culture. En vue de relancer les activités de l'association des communautés mériées regroupant les Pounou, Lumbu et Bouissi, il a été organisé à Dolisie une assemblée générale extraordinaire de mise en place des instances dirigeantes de ce groupement du 20 au 22 septembre dernier. Pour le bureau exécutif national, c'est Serge Victor Ingumba Maliga qui présidera à cette association. Demontes Mavungo et Aurélien Diegui, notre correspondant, nous font le point. 2 jours durant, du 20 au 22 septembre 2024, l'association des communautés mériées regroupant les Pounou, Lumbu et Bouissi a tenu les travaux de son assemblée générale extraordinaire à Dolisie dans le département du Niari. Cette assemblée générale extraordinaire organisée pour la mise en place des organes dirigeants a été rehaussée des présences des anciens ministres du Congo et du Gabon, des cadres de cette plateforme venus de l'étranger et des autres localités du Congo. Créée en 1996 à Pointe-Noire, cette association a vu ses activités en veilleuse dans la période de la crise politique enregistrée dans le pays en 1997. Elle a entre autres objectifs valoriser et promouvoir la culture de l'ensemble des ethnies faisant partie du groupe mérié, de resserrer les liens fraternels entre les différentes communautés du groupe et de créer un musée pour la mise en valeur de la culture des communautés déjà citées. Les travaux tenus ont été sanctionnés par la mise en place des instances dirigeantes et pour le bureau exécutif national, la présidence a été confiée à Serge Victor Ingumba Maliga. Une fois son bureau présenté, il a été congratulé et investi par le président des sages de l'association des communautés mériées. Les autres instances nationales ont tout aussi été présentées avant la fin de cette cérémonie communautaire. Merci parce que nous venons ici, une fois de plus comme en 1996, déposer un acte historique, l'acte d'avoir déterré notre association, qui est restée en hibernation pendant 27 ans. À qui la faute? À qui le tort? Et on pouvait aussi se interroger à qui la raison. Personne de nous tous ne peut assumer une responsabilité négative. Dès le mois prochain, nous commencerons, nous, le Bureau exécutif national, à mettre en œuvre notre programme d'activité des 3 mois du dernier trimestre 2024. Rien ne peut se faire sans culture. Nous avons répondu oui, nous, communautés de la même ethnie ou de la même communauté du côté du Gabon. C'est pour soutenir et puis regarder ce qui se passe. Rien ne peut se faire en matière de développement sans regarder la culture. Et qui dit culture dit mode de vie, mode de pensée, gouvernance à la manière de chez nous. Véritable satisfaction pour ce membre appelant les autres membres de rejoindre la communauté. Je demande à tous les membres de l'association mérière aujourd'hui de revenir à la raison et qu'on travaille ensemble pour aller de l'avant. En politique, après la Bwenza, le mouvement des jeunes présidentiels a posé tout récemment ses valises à Dolisie pour son assemblée générale
élective. La veille de leur rencontre, le président coordonnateur de ce parti politique et les siens se sont rendus à l'école d'excellence d'Ombunda et à l'arbre de Brazzaville, question de s'imprégner davantage de leur modèle qui est Denis Sassou Nguesso. Explication de Giscard Marou. Après la Bwenza, les voici dans le département du Niari. Les jeunes présidentiels s'apprêtent à tenir leur assemblée générale élective. Mais avant, petite visite au lycée d'excellence Denis Sassou Nguesso de Mbunda. La visite est symbolique pour le mouvement des jeunes présidentiels. C'est ici que leur modèle, Denis Sassou Nguesso, a passé une partie de sa vie. Il est question pour ces jeunes de s'imprégner davantage de leur leader. En arrivant à Dolisie, le parti a pensé bon de marquer ses pas au lycée d'excellence de Denis Sassou Nguesso. C'est une école historique qui a marqué son histoire, d'où le passage du chef de l'État congolais d'aujourd'hui a grandi ici. Et nous, étant donné que nous sommes sa jeunesse, il était important pour nous de venir acquérir des informations sur son histoire, de son enfance. Avant de quitter Mbunda, une opération de désherbage a été organisée. Question de rendre les environs salubres à la veille de la rentrée scolaire 2024-2025. Après le lycée d'excellence de Mbunda, un autre lieu symbolique, l'arbre de Brazza. Passé accompagné de Charles de Chavannes, de M. Jacob et Albert Olivier. Yangoyo, 1897. Après, ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a l'arbre qui s'appelle l'arbre des princes, qui a été dédié par les enfants de Dolisie. Parce que Denis Sassou Nguesso, c'est un enfant de Dolisie. Après donc, Brazzaville, la Pointe-Noire, la Lekoumou et tout récemment la Bwenza. Le mouvement des jeunes présidentiels largue ses amarres dans le département du Niari. En sport, le torchon brûle à la Féco-Hand. Ce mardi, la CECAS s'est prononcée pour délibérer cette affaire qui oppose le président sortant de cette fédération, Aïssa Ndinga Yengue, et le président de la Ligue de handball de Brazzaville. En l'attente de Avicenne Ndikou, cette crise a occasionné plusieurs audiences en justice à cause de la mésentente entre les deux candidats. La Chambre de conciliation d'arbitrage du sport a donc décidé d'annuler l'élection du jeudi 20 septembre dernier qui avait placé de nouveau Aïssa Dinga Yengue à la tête de cette fédération et demande l'organisation d'une nouvelle élection pour mettre d'accord toutes les parties. Il ressort donc de cette délibération que toute tentative initiée par le nouveau bureau au sein de la Féco-Hand est nulle et sans avenir conformément au respect des mesures procédurales. C'est ce que nous rapportent Prince Oko, Vincent de Paul Kubemba et Michael Massamba. Statuant publiquement par sentence contradictoire à l'égard de M. Bingoundou Zikou, Avicenne Cléophas, est réputé contradictoire à l'égard de M. Aïssa Ndinga Yengue en matière de référé sportif, en premier et dernier ressort, en la forme, reçoit la requête introduite par M. Bingoundou Ndikou Avicenne Cléophas. Au fond, déclare la demande de la disqualification de la liste des candidatures menée par M. Aïssa Ndinga Yengue sans objet, du fait de ce que l'Assemblée générale élective s'est tenue. Dit que la présente sentence
est exécutoire sur 5 minutes, nonobstant toute voie de recours, mais les dépend à la charge du requérant, c'est-à-dire M. Bingoundou Ndikou Cléophas. La Chambre. Ce verdict final qui intervient après 4 heures d'attente par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport vient là de nous renseigner sur l'affaire opposant les candidats Avicenne Ndikou et Sandinga Yenge au sujet de la présidence de la FECOND. Pour la partie plaignante, représentée ici par le maître Éric Yvon Ibwanga, cette délibération est un retour à l'ordre, car nul n'est au-dessus de la loi. Sandinga Yenge continue à opter pour la politique de la chaise vide. Cette délibération de la CECAS annule toute tentative de fonctionnement du nouveau bureau installé. Une situation qui fragilise le sport en général et le handball en particulier. Ainsi, la partie plaignante entend démarrer avec les mesures procédurales dans les brefs délais afin, dit-elle, de trouver un terrain d'entente conformément au respect de la loi. Et puis la crise qui mine l'instance fêtière du football congolais prend des proportions inquiétantes. Outre la pression de la tutelle, une frange des dirigeants des clubs veut organiser une assemblée générale extraordinaire afin de trouver, selon leur dire, des solutions aux problèmes que rencontrent les acteurs de ce sport, et ce malgré le refus catégorique de la FIFA qui qualifie cette assemblée de non-respect des règlements d'ordre intérieur de la FIFA. Écoutez les explications avec Evra Tchikasumba, Odvares Tabira et Evra Longondo. Deux camps diamétralement opposés pour présider désormais aux destinées du football congolais. C'est ce à quoi les amoureux du football assistent ces derniers jours au Congo. D'une part, le collectif des anciens footballeurs du Congo qui maintient la tenue de son assemblée générale extraordinaire ce mercredi 25 septembre. Point de vue entériné par les présidents des clubs dissidents qui persistent, certifient et signent pour le déroulement de cette assemblée générale extraordinaire. Les membres de l'assemblée générale de la Fédération congolaise de football confirment par ma voix que l'assemblée générale extraordinaire prévue pour le 25 septembre 2024 se tiendra en bonne et due forme. Pour ce groupuscule, la FIFA n'a pas compétence à leur interdire la tenue de cette assemblée. Il y a une lettre de la FIFA qui circule sur les réseaux, nous invite à surseoir l'assemblée générale. Vous comprenez très bien qu'il y a une question de souveraineté. Et puisque nous savons tous que les membres qui composent le comité exécutif de la FECOFOOT ne sont pas nommés par la FIFA, mais ils sont élus par les membres de l'Assemblée générale que nous sommes. Et d'autre part, le bureau exécutif de la Fédération congolaise de football, de l'actuel président Jean-Guy Blaise Mayolas, qui s'en tient au strict respect des textes fondamentaux de la FIFA et de la CAF. L'instance du football congolais a d'ailleurs renoncé à sa communication prévue pour ce mardi 24 septembre à cause, dit-elle, de la correspondance adressée à elle par la FIFA qui, à ses yeux, est suffisamment explicite. Une autre frange d'anciens footballeurs estime que la crise dont il en est l'objet est artificielle, créée de toutes pièces à l'effet, selon cette frange, de déstabiliser le comité exécutif actuel. Nous, membres de la mutuelle des anciens footballeurs du Congo, dénonçons énergiquement les manœuvres machiavéliques de la part de leurs concepteurs et de leurs maîtres d'ouvrage. Invitons les 10 membres du collectif de l'Assemblée générale à revenir sur la voie de la raison. Les exhortons à mesurer la portée d'un tel acte qui les conduirait droit vers le mur et porterait un préjudice grave à notre football. Entendu que ce 24 septembre 2024 débutent à Brazzaville les éliminatoires de la CAN U20 et que dans moins de 2 semaines, les Diables Rouges A seront engagés dans une double confrontation déterminante avec les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. C'est dans ce contexte qu'une mission conjointe
FIFA CAF se déploiera à la FECOFOOT dans les meilleurs délais afin de rencontrer les différentes parties prenantes avant de formuler des recommandations sur les prochaines étapes ou de prendre les décisions idoines. Le dénouement de cette crise par la FIFA pourrait cette fois-ci donner une lueur d'espoir aux sportifs congolais sur le développement de leur football. Parce que la course au pouvoir de cette instance sportive montre à quel point les acteurs ne viennent que pour leurs propres intérêts au détriment du football congolais dans les niveaux de jeu et au rabais comparativement à d'autres nations. En tout cas, affaire à suivre car l'avenir de notre football en dépend. Non à l'ingérence du foot, nous voulons que le ballon roule. Non à l'ingérence du foot, nous voulons que le ballon roule. Pour boucler la boucle, on va parler religion dans ce journal. 120 personnes venues des différents départements du Congo ont pris part du 18 au 22 septembre dernier à une retraite spirituelle organisée à Pointe-Noire par le Renouveau Charismatique. C'est un reportage signé Jean-Pierre Février et Kevin Lemboussou. C'est dans son site dénommé Jérusalem, à la Pointe Indienne, dans la sous-préfecture de Luango, que le directoire du Renouveau Charismatique Catholique a accueilli près de 120 personnes venues des départements du Congo pour participer du 18 au 22 septembre 2024 à une retraite spirituelle. Une retraite spirituelle consacrée à la prière et à la parole, credo référentiel de ce groupement catholique. Dans ce cadre spirituel, le Bureau national a procédé à une session administrative pour évaluer les activités annuelles du Renouveau Charismatique. Session administrative couplée au 50e anniversaire du Renouveau Charismatique, donnant aux participants de revisiter les fondamentaux de sa création. Les témoignages des anciens, ponctués par les interventions des abbés et prêtres, ont donné un éclat à cette retraite spirituelle. C'est une tradition pour nous dans le Renouveau. Chaque année, on se retrouve pour la retraite spirituelle. Le renouveau, c'est d'abord la prière et la parole de Dieu. Donc il faut qu'on se retrouve tous les diocèses parce que c'est le bureau national qui organise cette rencontre pour tous les bureaux diocèses. Il y a la session administrative. C'est une session à travers laquelle on rend compte de tout ce qui s'est fait dans les différents diocèses. Pour la modératrice nationale du Renouveau Charismatique, l'événement spirituel de Luango est une réussite. C'est une joie, vraiment ma joie est immense, que l'archidiocèse de Pointe-Noire, sur le site que nous appelons la cité Jérusalem, puisse accueillir près de 120 personnes. Et vraiment, nous pouvons dire que la mission a été accomplie et que le Seigneur, ce que nous avons fait, puisse nous donner encore plus de force afin que la cité Jérusalem avance. Au nom des anciens, c'est Jacques Damba qui a porté la voix. Nous les anciens, nous qui avons des postes, de pouvoir sortir avec dignité, dans la fraternité, de garder un lien avec celui qui nous remplace. Mais aussi, ce n'est pas parce qu'on est resté dans le groupe qu'on n'est pas un danger pour celui qui nous remplace. Il y a des bergers qui sont restés dans le groupe pour faire ombrage à celui qui vient d'arriver. Tout en étant dans le groupe, il continue à attirer des gens à lui pour que les gens n'aillent pas vers celui qu'on vient de mettre en place. Quand on a donné le témoin à celui qui nous remplace, on reste à sa disposition, mais en toute discrétion, sans lui faire ombrage. Une retraite spirituelle qui a éteint ses lampions le 22 septembre 2024 à Luango pour Wesso dans le département de la Sangha en 2025. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. Je vois par là Armel Christian Zingamioko, Cédric Morapenda, Roland Nyakekile et David Gomez. Merci à vous tous. Au revoir et surtout, soyez bien.